tous, bonsoir ou bon après-midi à tous. Je suis Diana Lopez. Je m'occupe de la gouvernance des villes ici au PNUD. Ce matin, il est tôt, et donc désolée si je suis un petit peu encore en train de me réveiller, mais en tout cas, je suis vraiment très heureuse de vous avoir tous ici pour parler de comment les villes réimaginent les espaces publics. Donc, tout d'abord, quelques questions techniques avant de démarrer. Donc, nous avons l'interprétation pour ce webinaire. Donc, pour les Espagnols, vous devez sélectionner la langue espagnole. Donc là, elle explique pour les Espagnols. Donc, maintenant, on explique également pour les Anglais que ce webinaire est enregistré et donc dans les différentes langues. Donc, vous pourrez également visualiser les webinaires précédents. Et pour les participants, nous avons également le chat disponible. Donc, on vous invite à vous présenter, à partager les ressources, à dire où vous vous trouvez et puis également à poser des questions aux orateurs, aux intervenants dans le chat. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions. Donc, cela fait partie de nos solutions pour des villes numériques. C'est quelque chose que l'on a commencé déjà il y a 2 ans. On a mis les villes ensemble, on s'est rassemblés. Donc, c'est quelque chose de technique, un webinaire technique entre pairs. Donc, n'hésitez pas à partager sur comment nous faisons en sorte de rendre l'ODD approuvé en 2015 une réalité et donner aux villes un agenda réel complet pour améliorer les services publics et la façon dont ces services servent les citoyens. Donc, on va nous en a touché différentes parties de l'agenda au cours de l'année. Et aujourd'hui, nous avons deux villes merveilleuses avec nous qui contribuent à réimaginer les espaces publics dans les villes. Donc, on a Pasig aux Philippines et également une autre ville au Royaume-Uni. Donc, nous allons voir comment les villes améliorent les services publics. Nous avons voulu les rassembler parce que elles sont en train de mettre en œuvre des idées gagnantes et très innovantes. Donc, nous voulons également qu'elles aient l'opportunité d'échanger de manière directe. Donc, on va prendre cela comme une conversation entre pairs parce que ces villes ont maintenant une idée, elles veulent la concrétiser. Donc, on pense qu'elles ont peut-être besoin de contributions, nouvelles versions, nouvelles visions également pour voir comment les autres font face à ces différents enjeux. Donc, les espaces publics sont clés pour les villes et je ne veux pas donc être trop longue dans mon introduction, mais je vois deux questions principales quant aux espaces publics. Donc, tout d'abord, lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espaces publics dans les villes. Et donc, ça, c'est un problème parce que les espaces publics ne sont pas juste quelque chose de beau, mais c'est également une façon d'améliorer concrètement la vie des personnes dans les villes. Donc, un bon espace public peut vraiment changer la vie, en fait, hein. C'est un endroit où les personnes vont voir, rencontrer des personnes différentes, avec appartenant à différentes couches socio-économiques. C'est là où les personnes emmènent leurs animaux, leurs enfants. Ils peuvent également changer la manière de voir de la vie. Et donc, je pense qu'un espace public, un bel espace public peut vraiment changer votre journée. Vous pouvez avoir passé une mauvaise journée et puis ensuite avoir cette interaction avec les autres, donc entouré de verdure, là où il y a également d'autres personnes. Et donc, c'est quelque chose de très important. Et évidemment, vu les tendances, les dernières tendances climatiques, eh bien, évidemment, les espaces publics sont cruciaux pour réduire les émissions de CO2 et contribuer à l'environnement naturel.
Et puis, lorsque parfois on a des espaces publics qui sont sous-utilisés ou bien qui ne fonctionnent pas, donc ça on l'a vu déjà beaucoup dans les années 60, les villes étaient vraiment obsédées par cette idée de quantité d'espaces publics et non par la qualité. On a vu également des villes dans le nord global ou dans le sud global où il y a des espaces qui ne sont pas utilisés. Donc, il y a l'espace, mais les personnes n'y vont pas. Donc, il y a eu un grand investissement du point de vue de l'infrastructure et puis finalement, les espaces ne sont pas utilisés par les personnes. Et en fin de compte, c'est l'objectif d'un espace public. Parfois, ces espaces ne sont pas sûrs, les personnes ne se sentent pas en sécurité parce qu'il n'y a pas eu une bonne conception pour rendre l'espace sûr. Et donc, parfois, les espaces sont mal conçus dès le début et donc parfois par manque de chance ou bien il y a eu des modifications, des fréquentations et il n'y a pas eu de suivi de la place de la part de la municipalité sur comment rendre cet espace plus récréatif. Et puis parfois, les espaces ne sont pas main entretenus, ne sont pas propres, n'ont pas été conçus pour rester entretenus ou bien on n'a pas donné la valeur communiquer la valeur réelle de cet espace. Donc, c'est également une question d'appropriation de cet espace public. Et donc, en fait, quand il y a plein de questions sur comment améliorer ces espaces publics, donc ça ne veut pas dire en faire de nouveau, mais faire en sorte qu'ils soient utilisables, agréables pour les personnes. Et donc, la question, c'est comment faire cela. Donc, on a aujourd'hui deux villes pour nous parler de leurs idées. Donc là, c'est des projets qui sont en cours. Et on a donc imaginé, on a pensé que ça aurait été bien pour les villes de se rencontrer et d'échanger sur ce qu'elles veulent faire avec ces espaces publics. Donc, nous avons avec nous Bernice Mendoza, qui est assistante exécutive de la ville de Pasig aux Philippines, et Steven Leonard, le directeur des services de la ville et des quartiers de Belfast au Royaume-Uni. Donc, on va commencer avec la première présentation de Bernice. Donc, on va faire ensuite un dialogue entre les deux villes. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions et pour vous présenter. Donc, il y aura évidemment du temps pour les questions et les réponses. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation de Bernice. Merci Diana, bon après-midi, bonjour ou bonsoir à tous. Donc, je suis Bernice, je travaille à la commune de la ville de Pasig. Et cet après-midi, je veux vous parler d'une proposition de parc flottant à Pasig. Donc, en effet, ce n'est pas, pour le moment, c'est une idée. Donc, avant de débuter, eh bien, on va essayer de se situer tout d'abord. Donc, Pasig est euh, une ville de capitale de Metro Manila. Donc, nous savons entre Metro Manila et en raison de cette situation, de cette expérience, nous avons énormément de trafic routier tous les jours. Ensuite, pour ce qui est du contexte, eh bien, nous sommes d'une population de près de 1 million. Donc, évidemment, cette population journalière augmente en raison du trafic. Et donc, au total, nous sommes 853 050 personnes. Nous avons trois rivières. Nous avons beaucoup de voies navigables. Et nous avons également 17 ruisseaux. Donc ensuite, lorsque l'on prend les espaces, les parcs linéaires, nous avons environ peu de mètres carrés par personne finalement. Et donc, voilà, ici, nous savons que tout d'abord, en 2015, donc ça c'est une photo de 2015 pour vous montrer la densité de certains quartiers. Donc ça, c'est le plus grand district, le plus grand quartier. On ne peut pratiquement pas voir le sol, la terre. Donc ça, c'est une photo qui a été prise
par avion. Et ensuite, en 2009, donc ça c'est une photo un petit peu symbole de lorsque à la ville de Pasig, en raison des inondations, il y avait ce pont avec tout le trafic qui venait de l'est de Metro Manila. Et donc, les personnes essayaient dans ce cas-là d'échapper aux hautes crues. Et donc, je, ensuite, peu de temps après, nous avons eu cette inondation, pardon. Donc là, c'est proche de la mairie, du conseil municipal. Et donc, il y a eu toujours beaucoup de pluie et beaucoup d'inondations. Donc, ça, ça reste pour nous une préoccupation majeure pour les résidents qui sont encore traumatisés par ces événements. Donc, Pasig, eh bien, nous avons quand même des espaces. Euh, donc ici, vous voyez qu'ils sont situés dans des endroits plutôt isolés ou plutôt sélectionnés de la ville. Donc ici, c'est un endroit, un parc dans la ville de Pasig qui est près de la forêt pluviale hein, de Maibunga. Donc, on ne peut pas forcément y arriver à pied depuis la ville ou bien sinon ça prend 1 heure hein, à pied. Donc, ce n'est pas toujours si accessible que nous le voudrions, mais en tout cas, ça existe. Hein. Nous avons également ce petit bout de terrain au sein de la ville, donc juste pour que les gens s'échappent un petit peu de cette jungle de béton. Mais voilà, c'est ouvert au public également. Donc voilà, de tout petits espaces de terre finalement. Donc pour revenir maintenant à quelque chose d'une expérience plus récente, traumatique, donc la pandémie de Covid, et bien pendant la pandémie, euh, nous avons constaté que lorsqu'on demandait aux personnes de prendre leurs distances, de respecter les distances sociales et physiques, eh bien, les classes moyennes, eh bien, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire parce qu'ils avaient plus d'espace, ils avaient plus d'espace, accès aux espaces ouverts, tandis que pour les personnes ou les gens, les endroits où les personnes sont plus serrées, eh bien, on s'est rendu compte que l'espace finalement est un vrai luxe. Et donc, on a commencé à penser comment est-ce que l'on peut s'étendre. Et donc, on a regardé un petit peu les différentes servitudes et nous avons encore nos servitudes riveraines le long de la rivière sur lesquelles on ne peut pas construire. Donc, c'est quelque chose de 3 mètres de large et qui n'est pas construit pour le moment. Et donc, pourquoi ne pas étendre ces servitudes et ensuite reconnecter les personnes avec la rivière? Donc, on parle toujours là de reconnecter les communautés avec la rivière. Donc, ici, vous voyez à gauche que ces servitudes, avant, les personnes avaient accès, voyaient directement la rivière, mais il n'y avait pas ces murs en face. Tandis qu'à droite, eh bien, on voit le mur de la rivière, donc qui sépare, hein, qui protège euh, les communautés riveraines des inondations, mais également, finalement, ça les coupe de la rivière. Donc, on a créé une solution, mais qui finalement a isolé à nouveau les personnes et leur a empêché l'accès à quelque chose qui pourrait être un espace bleu. Donc, nous avons un manque d'espace public ouvert, utilisable, qui soit également inclusif et récréatif. Et le problème, qui est plus un problème culturel, comportemental également, est que la rivière Pasig et d'autres cours d'eau sont considérés comme dangereux. Et donc, pour assurer, il faut
il faut éviter donc que les personnes restent dans ces espaces dangereux, ces zones dangereuses. Et donc, lorsque vous regardez cette photo, vous n'imaginez pas que derrière, il y a une rivière très belle et historique. Donc, la solution qui a été proposée comprend trois aspects. Donc, tout d'abord, apporter cette infrastructure pour avoir des systèmes de parcs flottants pour tirer parti de ces espaces bleus et donc ensuite pour développer ces espaces limités de servitude que l'on a au bord de la rivière et puis également aménager des zones humides et permettre également d'exposer les communautés euh, à ces espaces. Et puis ensuite, nous avons également ce premier élément de solution proposé et nous avons ensuite sélectionné un segment près de la rivière avec deux petits espaces donc qui ne limitent pas non plus la voie navigable et donc nous avons proposé cela et également le plan a été proposé par une entreprise d'architecture locale et donc au cours nous avons également fait un prototype avec les résidents. Nous avons eu beaucoup de discussions, de conversations avec les résidents parce qu'il faut également s'assurer que cela ne doit pas, soit pas ensuite sous-utilisé ou abandonné. Donc, on a récupéré deux préoccupations de la part des résidents. Donc, tout d'abord, le fait que ça puisse être non sécure ou bien le problème de l'entretien ensuite. Donc, nous leur avons ensuite demandé, eh bien, est-ce que vous seriez à même de nous aider à entretenir le parc et à préserver sa sécurité? Et donc, finalement, il a fallu transmettre cette idée parce qu'en effet, ils ont été éloignés de la rivière pendant si longtemps. Donc, la première chose qu'ils nous ont demandé, est-ce que c'est sécure? Est-ce que c'est sûr ce parc flottant ou bien est-ce qu'on va tomber dans la rivière ou bien est-ce qu'on peut avoir des problèmes de vertige? Donc, on a fait ce prototype qui était très stable, sans aucun mouvement. Les enfants, cela plaisait beaucoup aussi aux enfants. Les personnes âgées également adoraient le fait d'être sur la rivière, de parler également de leurs vieux souvenirs de lorsque eux aussi vivaient près de la rivière. Et ensuite, nous avons également essayé de voir combien de personnes pouvaient tenir sur ce parc flottant. Donc, on a organisé un cours de Zumba et puis également le skate. Ensuite, nous avons saisi l'opportunité pour leur présenter des programmes, des activités et voir également quels programmes et activités ils souhaiteraient voir sur le parc. Donc, également des bibliothèques, du Wi-Fi gratuit et également la pêche. Et nous avons essayé de présenter un avant et un après du parc. Ensuite, le deuxième aspect, le deuxième élément a été celui d'assurer que les résidents eux-mêmes deviennent nos principaux défenseurs de la sécurité. Et donc, ça a été important d'avoir quelque chose qui soit géré par les résidents. Donc, c'est une expérience, évidemment. Euh, on a expérimenté également la technologie que nous allions utiliser et également la structure. Nous avons également eu des conversations initiales avec eux et donc sur les différentes problématiques. Et ensuite, le dernier élément de la solution proposée est de déployer et offrir des voies qui puissent être mises à l'échelle. Et donc, la technologie est nouvelle, mais elle n'est non testée, elle n'est pas modulaire. Elle n'a jamais fonctionné avec un système flottant avant. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et euh, un véritable défi pour tout le monde. Et donc, une autre
l'important également a été la mobilisation de ces résidents, de ces communautés provenant de différents euh, quartiers, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble et qu'ils entretiennent de bonnes relations également pour rendre ce parc opérationnel, ouvert, inclusif, sûr et également entretenu. Donc, pour que ça devienne un petit peu un modèle de parc entretenu par les résidents. Et donc ensuite, ils ont pu également présenter leur culture unique. Alors, nous allons devoir passer à la conclusion. Et donc, nous avons essayé d'être le plus ambitieux possible. Et l'objectif est celui de la territorialisation de l'ODD. Et donc, voici ici notre maire. C'est un défi pour tout le monde, mais je pense que c'est un défi que les résidents sont prêts à relever. Merci beaucoup, Bernice. Merci pour cette dernière diapo qui, en effet, est très importante parce que au PNUD, on pense vraiment que les ODD aident vraiment à communiquer avec les résidents. Parfois, ils ne savent pas tous les efforts que vous employez. Il faut beaucoup de temps pour la structure, mais on ne laisse pas suffisamment beaucoup d'espace pour la communication. Et donc, on va travailler avec vous sur comment utiliser les ODD parce que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, mais c'est quelque chose qui est vraiment compris et qui parle aux personnes. Stephen, est-ce que vous avez des questions pour Bernice? Merci beaucoup, Bernice. Et à nouveau, bonjour. C'est un véritable plaisir de te revoir, de te rencontrer. On a été assis autour de la même table à Bogota au cours d'un autre atelier. Donc, je suis heureux de te revoir et félicitations vraiment pour ce projet. Donc, évidemment, une question simple, lorsque tu faisais ton prototype et ton engagement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été inattendues, que tu as pu apprendre des résidents et des choses auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé avant et sur lesquelles tu pourrais fournir un retour? Eh bien, nous ne nous attendions pas à ce qu'ils hésitent au fait de tester ce parc flottant. Au début, ils étaient vraiment hésitants sur l'idée d'avoir une infrastructure flottante et d'être debout dessus. Donc, finalement, ça a été un des défis que l'on a dû relever et qu'on a dû tester également pour leur montrer que ça pouvait tout à fait être sûr et qu'on pouvait construire sur l'eau. Et ensuite, la chose importante a été de leur montrer que, en effet, il y avait cette possibilité et que ce genre de péniche serait sûr pour eux. Et donc, évidemment, on s'attendait à ce qu'ils soient tout à fait excités à cette idée, mais il y a eu cette hésitation initiale. Donc, ça a été une chose auquel nous ne nous attendions pas. Ensuite, pour la partie de la mise en œuvre, c'est plus les aspects réglementaires que nous devons gérer. Merci beaucoup, Bernice. Merci Bernice. Il y aura évidemment de l'espace pour plus de questions à la fin de l'autre présentation. Mais en effet, les rivières sont un espace dans les villes et elles ont souvent été sous-évaluées et peu prises en considération. Donc, j'ai vraiment aimé votre présentation parce que vous avez présenté la solution, mais également les défis, les difficultés. Et cette idée du mur est typique. On crée une solution parce qu'on a des inondations, donc il faut un mur, mais finalement, ce mur même devient un problème. Et ensuite, pour revenir sur la question de Stephen, il y a toujours des choses qui sont non programmées. Donc, pour autant qu'on programme, et etc., qu'on fasse la conception, et bien finalement, il y a toujours des choses inattendues. La communauté réagit de manière différente. Il y a ces effets inattendus qui doivent toujours être ajustés. Donc, je suis vraiment heureuse que vous ayez pu faire cette expérimentation pendant 2 ans. Il y a eu également des recherches qui ont été faites pour la partie flottante, mais pour ce parc flottant, mais finalement, c'est une réaction également
eau crue et je pense que l'on peut les déplacer. C'est ça, qu'elles ne sont pas entièrement fixées et qu'on peut les déplacer dans la rivière. Est-ce que c'est ça bien ça? Oui, eh bien, maintenant, nous avons des blocs qui sont ancrés et donc on n'a pas besoin, c'est quelque chose que l'on peut déplacer dans le lit de la rivière. Euh, et donc, c'est un des points importants que l'on dit aux législateurs, en fin de compte, que c'est quelque chose qui peut être enlevé. Oui, parce que du point de vue de la sécurité, les personnes pourraient en effet avoir ce risque de tomber dans la rivière. Donc après, il faudrait créer un autre mur et ça va faire vraiment beaucoup de murs finalement. Vous allez construire encore des murs et des murs au lieu de les enlever. Et puisque l'on parle d'espace avec des murs, eh bien, on va passer à Belfast où ils ont commencé avec ces espaces. Euh, donc, donc, pouvez nous en dire plus sur cette idée de Belfast du point de vue des espaces de récréation là où ils n'étaient pas avant? À vous, Stéphane. Alors, je vais partager ma présentation. Si tu veux, je peux la partager. Moi, je suis désolée, mais je sais pas comment partager l'écran, donc ça va. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Merci pour nous avoir invités à parler de notre projet. Je suis ravie de pouvoir le présenter. J'ai travaillé avec le conseil de la municipalité pendant longtemps pour répondre aux questions et aux nécessités des citoyens. Ils avaient besoin d'avoir des zones vertes. Il ne s'agit pas d'une activité que nous avons faite du point de vue technique, mais nous avons travaillé avec des bureaux qui nous ont aidés du point de vue technique et nous avons essayé de créer ce plan. Et cette diapo que vous voyez vous montre la position de Belfast. Nous avons une population d'1 million et en 2018, nous avons été considérés comme la première région mondiale à visiter en 2018 en Irlande du Nord. Nous avons 200 kilomètres de ruelles et passages urbains qui devaient être transformés en verre. Et comme vous le voyez en bas à droite, nous avons des maisons petites qui sont très petites avec des jardins et maintenant les ruelles et les passages urbains en disposent aussi. Et ces maisons que vous voyez là ont été construites après la, la révolution industrielle. Et ah, il y avait des personnes qui accédaient par le biais de petites ruelles. Il n'y avait pas de végétation. Et au fil des années, à cause des conflits, les zones commençaient à être négligées et la, la, la diapo que vous voyez là
nous montre les dates clés. En fait, en 2015, nous avons créé des ruelles végétalisées pour la population qui vivait là et qui a été affectée par notre proposition. Le conseil a soutenu cette activité et les communautés de la ville, les autres communautés de la ville avaient besoin d'une activité similaire. Et pour cette raison, nous avons créé une structure qui pourrait inspirer la leadership pour réimaginer les espaces et la nature en relation des nécessités coulant du Covid-19. On voulait des zones pour les personnes où les personnes pouvaient dialoguer, se rencontrer. Et nous nous sommes engagés pour développer et soutenir les populations locales. Et donc, nous avons créé une stratégie de pour planter les arbres, mais bien sûr, ce dont on a besoin concerne la nature des espaces verts. Quand il n'y a pas de végétation dans certaines zones, on n'arrive pas à créer de la résilience. Et donc, nous avons cherché à développer une ville résiliente pour aider les populations locales. Nous avons engagé les citoyens, nous leur avons posé plusieurs questions pour comprendre leurs perspectives à propos des ruelles. La communauté fâchée, elle avait besoin de ces espaces et se sentait négligée par la politique de la ville parce qu'en fait, il y avait des zones négligées qu'on aurait pu changer, développer de façon différente. Et ce que nous avons appris, c'est que cette sensation est le résultat d'une sorte de tristesse causée par le manque d'utilisation de ces territoires. Les citoyens nous ont dit qu'ils voulaient se sentir inspirés, motivés et engagés euh, dans ce changement. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de soutien pour euh, les personnes, pour les projets. Et c'est ça ce que nous avons cherché à créer pour améliorer les ruelles. Et les personnes voulaient améliorer. Et pour, c'est pour cette raison que nous les avons engagés dans ce processus de création de résilience. Donc, plusieurs personnes, plusieurs zones ont été engagées, se sont engagées de façon active pour définir des stratégies à long terme et les communautés pourront bénéficier des plans stratégiques que nous avons développés pour aider les ruelles. Donc, ce que nous avons proposé concerne l'engagement civique des personnes pour les rendre responsables des ruelles, de leur structure, de leur entretien. Et donc, on cherchera à travailler avec les citoyens pour l'entretien des ruelles. Nous avons travaillé pour donner des possibilités aux citoyens
qui peuvent de cette façon gérer de façon communautaire les territoires. On va les engager. On va engager plusieurs bénévoles. Et donc, nous avons créé un, un plan à long terme qui pourra garantir la résilience. Donc, la population se sent très engagée. Nous voulons de quelque façon utiliser cette volonté pour créer de la confiance et pour créer des stratégies communautaires qui peuvent souligner la puissance de nos plans et pour engager la population jusqu'à à la conclusion du plan. Voilà la dernière diapo. Donc, inspiration et motivation sont les éléments fondamentaux, ainsi que le soutien. Donc, jusqu'à octobre 2026, on va collecter des informations qui vont être analysées de novembre à décembre 2026. Et après, on va améliorer le programme pour le mettre en place et pour informer les citoyens. Donc, ce que nous voulons faire avec le plan, c'est de, de faciliter le travail des communautés, de les engager. On veut les soutenir dans cette activité. On veut les informer pour investir sur ces zones et pour parvenir aux objectifs que nous avons définis. Donc, bien sûr, je reste à votre disposition en cas de questions si vous en avez. Merci, Stephen, pour ta présentation. Bernice, as-tu des questions? Merci, Stephen. C'est un plaisir de te voir encore une fois. Tu as parlé de l'engagement des résidents, des citoyens, et donc, est-ce que l'objectif, c'est d'engager les citoyens de chaque ruelle, va tous les grouper? Je vois que tu as parlé de personnes qui ont informé à propos de leur désir d'engagement. Et donc, votre stratégie va-t-elle organiser un groupe de personnes qui veulent être engagées ou euh, allez-vous créer plusieurs groupes? Bon, ce que nous cherchons de faire, c'est de créer euh, un système qui engage des facilitateurs. Et de cette façon, nous allons travailler avec eux, pas de façon individuelle. Il y a plusieurs facilitateurs qui souhaitent travailler avec les groupes. De cette façon, nous allons les utiliser pour collecter les informations dont on a besoin. Je crois que qu'il s'agit de la stratégie la plus facile parce que de cette façon, les facilitateurs vont séparer la, les citoyens et les institutions. De cette façon, les personnes vont se sentir libres d'intervenir, de prendre l'initiative. Donc, nous avons besoin de soutenir les communautés pour comprendre ce dont ils ont besoin, mais on arrivera à une base locale qui va être facilitée par des groupes et pour comprendre ce que les différents groupes veulent, souhaitent.
je comprends euh, le besoin d'avoir des, des représentants parce que cela facilite bien sûr le dialogue avec eux, avec les groupes. L'objectif concerne la résilience à long terme et pourtant on va créer une plateforme pour le faire. Merci Bernice. Nous avons des questions pour Stephen. J'en ai deux. Il s'agissait de l'idée de la mairie. Donc, le maire a décidé de se focaliser sur les ruelles, mais c'est une partie un peu étrange. Pourquoi ça? Pourquoi cette décision? Cette décision nous a aidé à gérer le problème à long terme dans la ville. Nous avons peu d'espace public et 200 kilomètres d'espace public qui pourraient être utilisés. Et donc, on voit un grand potentiel qui pourrait être utilisé pour faire face au changement climatique aussi. Et les ruelles sont parties d'une zone spécifique avec des personnes qui y habitent des deux côtés. Et donc, on espère pouvoir créer davantage de cohésion dans ces ruelles. Et on va donc utiliser cet espace de façon différente. On, on voit plusieurs objectifs que l'on pourrait obtenir en travaillant sur les ruelles. Et donc, nous avons défini plusieurs objectifs. Et pour nous, il faudrait se focaliser sur les quartiers qui ont du mal à créer une cohésion. Et de cette façon, on va créer des communautés plus cohèses. Et ce plan va créer de la connaissance, va créer de l'éducation. Il y a plusieurs choses qui sont impliquées. Et ce que la consultation nous a dit, c'est que les personnes veulent quelque chose de positif. Ils ont besoin de solutions positives. Ils veulent des investissements de la part du gouvernement et les entreprises aussi avaient besoin d'un engagement. Ah, bon, peut-être que plusieurs utilisateurs d'Instagram vont vous rejoindre parce que c'est ça la tendance des personnes, des utilisateurs d'Instagram. Et aux États-Unis, nous avons cette tendance à limiter l'accès des Instagrammeurs sur nos jardins. Donc, ce que nous avons pensé, c'est que les facilitateurs vont nous aider à travailler, à suivre les zones. Donc, on va créer un processus d'engagement bien partagé par les citoyens. Les citoyens vont soutenir nos activités et ils vont nous aider parce que
le sentiment que nous avons perçu, c'est que les personnes qui vivent dans cette zone, dans ces zones, ont besoin d'être engagées. Et donc, on va pas se focaliser sur les aspects négatifs et coulants de cette initiative. Bien sûr, la pluie va vous aider dans cette activité. J'étais en train de lire un article de presse qui disait que les personnes ont du mal à laisser leur maison parfois à cause de la pluie. Et donc, bon, bon, on a eu des vagues de chaleur et c'est ça ce que l'on est en train de vivre maintenant. Et je sais que c'est incroyable, mais peut-être c'est à cause du changement climatique. Donc, même au nord, vous avez les mêmes températures que dans la Méditerranée. Donc, nous avons plusieurs questions pour vous. Nous avons des collègues de plusieurs pays qui souhaitent vous poser des questions. Donc, je veux passer la parole à Bernice après, mais maintenant, je voudrais me focaliser sur toi. Euh, Dans le passé, on a eu des problèmes de sécurité et donc les participants voulaient savoir si vous avez pensé aux problèmes de sécurité, si vous les avez pris en compte. Après, nous avons une autre question. Quelle est la stratégie du conseil de la ville pour engager les citoyens à long terme dans cette activité de changement de la ville? Donc, cela comprend les aspects liés à, à l'entretien des ruelles et à la durabilité. Et après, les autres questions concernent Bernice. Donc, je te passe la parole, Stephen. Après ça, je crois qu'il y a une autre question. Comment peux-tu changer les idées des personnes qui vivent dans les ruelles? Non, pardon, je n'avais pas compris que Mélissa avait copié-collé la même question. Donc, Steven, il y a deux questions pour toi concernant la sécurité et durabilité. Alors, pour ce qui est de la sécurité, eh bien, nous sentons que en utilisant l'espace et en animant davantage l'espace, eh bien, cela va permettre également de faire face à certains problèmes de sécurité qui existent actuellement et puis certaines options que nous avons autour des ruelles et en améliorant également cela, eh bien évidemment, elles vont être davantage utilisées, davantage soutenues par la communauté et plus on aura la communauté, plus on aura différentes options. Et également, nous voulons regarder l'éclairage qui est important et donc nous regardons également les zones, les niveaux de comportement antisociaux. Mais si on regarde tout cela, eh bien, il y aura une transformation, évidemment. Et puis également, ces espaces vont être animés et nous sentons également que nous allons également pouvoir faire face aux questions de sécurité. Évidemment, ça ne va pas prévenir les incidents. Les incidents arrivent, de quoi qu'il en soit, ils arrivent partout. Mais pour ce qui est de la durabilité, nous voulons apprendre. C'est un processus sur le long terme. C'est un processus pour faire en sorte que nous serons résilients et ce que nous avons, pour faire en sorte que ce que nous avons construit et développé soit durable et pour que nous puissions soutenir les communautés. Et nous voulons vraiment investir maintenant à travers le processus de Bloomberg pour faire en sorte que ce processus soit un succès. Mais voilà, ça coûte également beaucoup d'argent de maintenir ces ruelles actuellement parce qu'il faut les nettoyer. Euh,
nous devons faire face à différentes problématiques également. Et donc également, il y a des répercussions des comportements antisociaux. Nous faisons face également aux tags qui comportent également des offenses. Et donc, ça coûte, il y a un certain coût maintenant pour maintenir ces ruelles. Et puis, finalement, ce coût va être transformé à travers le projet pilote, en transformant ces espaces, en faisant en sorte que la communauté prenne en charge ces espaces. Et donc, les coûts vont être redirigés. Et puis également, les coûts opérationnels vont permettre de soutenir, de faire avancer ce modèle. Donc maintenant, nous devons savoir également exactement précisément ce que coûte la maintenance, l'entretien, et puis regarder également pour avoir des budgets participatifs ou d'autres moyens pour assurer le succès sur le long terme. Et puis ensuite, on va tirer les apprentissages de cette phase pilote et ensuite faire évoluer cela, faire en sorte que ce soit un processus itératif. Nous avons vraiment la possibilité d'améliorer les communautés de manière concrète et de protéger et de renforcer la résilience. Donc, je pense avoir couvert plus ou moins les différentes questions, mais l'aspect clé ici, c'était quelque chose qui soit dirigé, guidé par la communauté. Et c'est pour ça que nous avons besoin du support, du soutien de la communauté. Merci beaucoup. Donc, nous avons encore 5 à 7 minutes, mais encore beaucoup de questions pour Bernice. Donc, je vais vous donner toutes les questions ensemble. Donc, la première question est de Mélissa. Euh, si vous pensez mettre en œuvre une solution basée sur la nature intégrée dans les rivières également pour faire face aux questions du traitement de l'eau. Ensuite, nous avons une autre question de la Jordanie sur la conception des parcs. Il faut que je retrouve la question. Alors, donc, comment les résidents participent-ils activement à la conception des parcs et quelles sont leurs principales attentes concernant cet espace? Et dans cette optique, comment comptez-vous concilier les activités récréatives proposées par la communauté avec les exigences strictes en matière de sécurité et également les contraintes techniques d'une structure flottante? Donc, quand allez-vous prendre les contributions des résidents et quand allez-vous faire différemment? Et ensuite, on a une autre question de Serdar Aslam, donc d'Istanbul. Donc, tout d'abord, Bernice, je tiens à dire que je trouve votre travail très précieux et véritablement bénéfique d'un point de vue public et communautaire. Donc, la question est la suivante. Alors que PASIG mène des projets plus vastes et plus complets pour l'ensemble de la communauté, quel a été votre plus grand défi pour garantir une large participation du public et comment avez-vous réussi à favoriser la participation à travers les différents groupes sociaux? Merci beaucoup. Donc, oui, Mélissa, nous avons pensé à déployer des solutions basées sur la nature pour faire en sorte que les parcs aient une véritable valeur ajoutée pour la communauté. Et le maire lui-même nous a envoyé cette photo du Chicago Wild Mile. Euh, et donc, là où il y avait des espaces flottants et il y avait la capacité non seulement d'augmenter les espaces, les habitats finalement pour la vie sauvage, mais également permettre le traitement de l'eau dans la rivière. Donc, c'est vraiment ce que nous espérons pouvoir mettre en œuvre avec les parcs. Ensuite, concernant la question de la co-conception, eh bien, c'est vraiment un point central. Nous voulons faire en sorte que les personnes se sentent entendues, euh, sans nécessairement donner de l'espace à chaque suggestion, mais nous avons euh, les personnes
qui s'occupent des aspects techniques reçoivent également les retours de la part de la communauté. Et maintenant, il faut reconcevoir certains éléments, gérer les coûts. Et donc, nous allons revenir vers la communauté pour leur expliquer finalement que certaines activités ne vont pas être possibles. Donc, par exemple, l'espace skate ne sera pas possible parce que la zone est trop petite pour cela et pour que tout le monde puisse faire de skate le long de la rampe. Et donc, nous avons voulu leur présenter les limites dues aux contraintes aux limites de l'espace, donc, et aux limites techniques que nous devons affronter. Et donc, nous avons voulu reprioriser les utilisations et la programmation, mais ensuite, nous avons voulu regrouper les différentes utilisations. Et donc, parfois, il y a disons, des interactions structurées, des interactions non structurées. Donc, il faut des espaces pour que les personnes puissent danser, se rassembler, être ensemble, mais également des espaces où on puisse juste s'asseoir tranquillement, méditer, regarder la rivière ou simplement pêcher. Donc, si on peut ensuite regrouper cela pour l'utilisation du parc, voilà, je dirais vraiment que ce sont ces types d'activités. Et ensuite, nous devons à nouveau recommuniquer, parler également des limitations de l'espace et pourquoi nous avons reconçu cela. Et enfin, la dernière question concernant comment, ou bien si nous avons des difficultés pour assurer la participation du vaste du public, eh bien, je pense que la problématique principale, c'est de comment gérer les attentes des personnes. Donc, lorsque l'on a fait des consultations avec les résidents, beaucoup de personnes se sont présentées. La participation civique n'a jamais vraiment été un problème, mais le problème, c'est peut-être comment est-ce que nous pouvons également consulter ceux qui ne sont pas à même de se présenter. Par exemple, les enfants en âge scolaire, nous voulons vraiment les engager aussi dans ce type de projet, dans la phase de mise en œuvre de projet. Donc, je pense que l'enjeu, c'est plutôt faire en sorte d'entendre les voix de davantage de personnes. Donc, nous avons fait une cartographie des parties prenantes sur la base également des observations quotidiennes de qui utilise le parc. Et pour ceux qui n'ont pas pu être consultés, eh bien, nous allons faire en sorte de les engager à l'avenir. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. Eh bien, merci, chers collègues. C'était un véritable plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons déjà atteint le temps imparti pour ce webinaire, mais comme toujours, même si vous venez de deux contextes culturels différents, donc on voit le Royaume-Uni et les Philippines, qui semblent si éloignés, eh bien, lorsque l'on travaille avec les villes, on voit toujours qu'il y a des défis semblables, mais également des solutions semblables. Donc, c'est pour cela que ce webinaire vise à inspirer les autres, à récupérer, récolter des idées et voir ce que font également les autres. Donc, nous n'avons pas suffisamment de temps pour résumer tout ce que vous avez dit, mais je pense que ce type le fait d'engager les facilitateurs, d'engager les communautés, et euh, c'est vraiment un changement de vision et de comment les villes prennent les décisions. Je pense que jusqu'à présent, c'était toujours la ville qui décidait, mais aujourd'hui, si les villes ne sont plus uniquement gérées par les ingénieurs, évidemment, les ingénieurs sont très importants, on aura toujours besoin d'eux, mais je pense qu'il est important qu'il y ait ces facilitateurs qui ont justement des compétences qui ne sont pas toujours présentes dans le gouvernement au sein de la ville. Ensuite, hier, j'étais à une expo à New York et il y avait pardon, un mur avec toutes les plaques que l'on mettait sur une ville pour montrer toutes les activités qui sont interdites dans l'espace public. Par exemple, interdit de faire du vélo, interdit de jouer au ballon, interdit de courir. Et donc, alors, on se demande à quoi sert l'espace public si on peut rien y faire. Donc voilà, je suis certaine que vous allez également prendre en compte le fait qu'il faut qu'il y ait des limites, mais également éviter de faire un espace public où finalement on peut rien faire et où il faut juste être le citoyen parfait,
Euh, et donc, puisqu'il y a davantage les enfants les enfants, bien évidemment, on veut qu'ils puissent bouger, qu'ils puissent profiter de l'espace public, qu'ils puissent se détacher de leurs écrans et vivre la vie là, et vivre également avec les autres. Donc, je sais qu'il faut toujours trouver le bon équilibre entre comment s'occuper de la sécurité et puis faire en sorte de permettre également aux personnes d'être libres tout en respectant la vie en communauté et en ville. Donc, merci beaucoup. Ça a été vraiment très intéressant. Félicitations à nouveau pour avoir gagné le prix du défi du maire, le Mayor's Challenge. Et voilà, on va continuer à s'inspirer des expériences des autres villes. On avait aujourd'hui avec nous des collègues provenant de euh, plein de pays différents. Et donc, je suis sûre que cette présentation leur a plu autant qu'elle m'a plu. Donc voilà, merci beaucoup à nouveau pour le temps que vous nous avez accordé.